Salut à tous, salut à tout le monde qui nous suit régulièrement sur la chaîne YouTube Gust Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec notre méthode énergétique. Nous sommes dans les calculs des déplacements et nous allons utiliser juste le méthode énergétique. Il y a plusieurs méthodes et ici, nous allons utiliser quelques-unes. Et là, le point 1.4, la méthode énergétique. Je sais bien qu'on avait commencé par le point 1.1, 1.2, 1.3, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes sur 1.4, méthode énergétique. Le point A, nous avons le théorème des Clapeyron. Donc, il y a le méthode énergétique, bien sûr, qui tire leur fondement sur le théorème des Clapeyron. C'est quoi le théorème des Clapeyron? On nous dit, désignons par Fi et Mi, le force et le moment appliqué au point GI. Alors, c'est-à-dire nous avons un point, une section quelconque qui a le point GI comme le centre de gravité, prenons comme un point quelconque, et nous avons le point, la force F, nous avons la force F qui est appliquée là au point I, et le moment, le couple M qui est appliqué aussi au point I. Et on nous dit, et UI et oméga I, le déplacement et rotation de la section en GI. Donc là, c'est les centres de gravité, bien sûr. Mais regardez maintenant que nous avons la force F qui est appliquée au point I. La force F, lorsque j'ai dit la force F au point I, c'est-à-dire il peut y avoir la force F1 qui sera appliquée au point 1. La force F2 qui est appliquée au point 2. Donc, vous voyez la notation FI. Donc, F1 par exemple, F2, F3, première force appliquée au point 1, deuxième force appliquée au point 2, ainsi de suite. Alors, vous allez voir que nous avons aussi F. Nous avons FI qui produit le déplacement UI et aussi la force qui est le moment, le couple, appliqué au point I et qui produit aussi la rotation oméga I. Alors, nous avons le principe, nous avons c'est une grandeur que nous appelons le travail, ou l'énergie. Alors, on nous dit le travail, c'est quoi? Le travail, en fait, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour mettre une masse en mouvement. Vous voyez un peu? Là, c'est la définition, en fait, du travail. Le travail est la quantité nécessaire, la quantité d'énergie nécessaire pour mettre une masse en mouvement. Alors, vous allez comprendre que le travail, c'est l'énergie. L'énergie. Et alors, je prends un exemple. J'ai le déplacement dans le sens horizontal et j'ai aussi une force qui me fait un angle alpha avec l'horizontale. Et lorsqu'on me demande le travail qui produit cette force par rapport à ces déplacements U, on me dit le travail n'est rien d'autre que la force multipliée par le déplacement, mais seulement multipliée par les cosinus de l'angle alpha. Les cosinus de l'angle que produit la force par rapport au déplacement. Vous voyez, le déplacement est horizontal, mais la force est inclinée. Donc, le travail ne sera rien d'autre que le produit de la force et le déplacement multiplié par les cosinus alpha. Alors, regardez que si la force est dans la direction du déplacement, vous allez remarquer que si la force est appliquée dans la direction du déplacement, l'angle sera 0. Donc, je prends par exemple la force ici, qui est inclinée, je la mets perpendiculairement au déplacement. Là, l'angle sera de 90 degrés. L'angle sera de 90 degrés. Et là, le travail qui sera fourni ne sera rien d'autre que la force multipliée par le déplacement, multipliée par les cosinus de 90. Vous allez voir qu'il y aura un 0 qui va apparaître là et le travail sera nul. Mais regardez que la force, si je prends la force, là, je prends la force et le déplacement qui se produit dans le sens, dans la direction de la force,
vous allez voir que l'angle sera 0. Et alors, si le travail qui est produit dans ces sens-là, vous allez voir que le travail ne sera rien d'autre que la force multipliée par le déplacement, multipliée par les cosinus des zéros. Et alors, cosinus des zéros qui vous donne 1. Et là, vous allez comprendre que le travail ou l'énergie ne sera rien d'autre que la force multipliée par le déplacement. Et voilà maintenant, ici, nous avons le travail produit par le force, je peux prendre au pluriel, le force extérieure. Oméga, c'est le travail ou l'énergie produite par le force extérieure. Ceci sera égal à la somme parce que le travail peut être produit par plusieurs forces appliquées ou plusieurs moments, plusieurs couples appliqués aussi à un certain point. Alors, vous allez voir que lorsque nous avons la combinaison de force et le moment, le travail produit ne sera rien d'autre que la force multipliée par le déplacement plus le moment multiplié par la rotation. Je crois que vous comprenez un peu. Alors, du fait qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs forces et plusieurs moments ou plusieurs couples, le travail produit par la force extérieure, bien sûr, ne sera rien d'autre que la somme de I qui est égal à, qui tend de 1 jusqu'à N. Donc, vous pouvez avoir F1, F2, F3, et M1, M2, M3. Vous allez voir que le travail ne sert à rien d'autre que la somme de, je prends F1 multiplié par le déplacement 1 plus F2, déplacement 2, plus ainsi de suite. C'est la traduction de cette formule. Donc, la force, le travail produit par le force extérieure n'est rien d'autre que la force FI multiplié par déplacement UI plus le moment I multiplié par la rotation I. Là, c'est l'essence générale, la forme générale du travail. Mais regardez aussi, on nous dit le travail, le principe de travaux virtuels est valable quel que soit U, quelle que soit la valeur du déplacement. Et en particulier, on peut choisir pour les champs réels de déplacement. Alors, on peut obtenir, parce que vous avez le travail produit par le force extérieure et le travail produit par le force intérieure. Vous voyez? Alors, ce qui est réel, c'est que l'énergie ou le travail produit par la force extérieure plus l'énergie produite par la force intérieure doit être égale à 0. C'est l'égalité des Clapeyron. Donc, ceci veut dire tout simplement que parmi ces deux grandeurs, les deux grandeurs ont la même valeur en valeur absolue, mais seulement une grandeur est opposée à l'autre pour que ceci donne 0. Donc, nous avons le travail de force extérieure produite par le force extérieure et le travail produit par le force intérieure. Alors, s'il faut aller encore plus loin, vous allez voir que cette énergie ici, le travail en question, créé par le force extérieure, est égal à la somme, ça c'est la formule qui est qu'on avait avant ici, c'est cette formule qu'on avait avant, mais seulement vous allez voir qu'il y a un facteur 1,5 qui est affecté à la formule. D'où provient le facteur 1,5? Je crois qu'on aura à faire la démonstration plus tard, mais seulement ces facteurs ici viennent du fait que la force est statique. Vous voyez, la force est statique, c'est-à-dire que lorsque on fait la différence entre la force statique et la force dynamique. Une force qui est dynamique, c'est une force qui vient directement sur l'élément et crée des vibrations. Vous voyez? Et crée des vibrations. Lorsque la force est appliquée subitement sur un élément, même le déplacement aussi n'est pas le même qu'une force qui est appliquée progressivement. Alors, une force statique, c'est une force qui ne crée pas de vibration sur une poutre. Vous voyez, ça ne crée pas de vibration sur une poutre. Alors, lorsque je prends par exemple, lorsque vous construisez, par exemple, vous coulez votre poutre. Cette poutre peut être en béton armé, par exemple, ou métallique, et vous venez construire sur la poutre. Vous allez voir que vous pouvez avoir 5 tonnes de maçonnerie au-dessus, de blocs au-dessus, mais seulement avec ces 5 tonnes-là, les 5 tonnes sont appliquées. Oui, je disais
que lorsque vous avez une poutre en béton armé ou métallique, vous venez appliquer la charge de la maçonnerie au-dessus. Vous allez remarquer que la maçonnerie on ne pose pas un mur de maçonnerie directement. Donc vous amenez un bloc, vous posez la charge d'un bloc, vous posez encore, vous posez petit à petit jusqu'à ce que vous allez construire tous les murs. Vous voyez, tous les murs. Je prends encore un exemple. Vous avez une poutre, vous amenez un moustique, vous prenez la charge d'un moustique, ça ne pèse pas. Je viens, j'amène un moustique au-dessus de la poutre. Et après, j'amène encore l'autre, j'amène l'autre, j'amène l'autre. Vous allez voir que cette charge-là, du fait que c'est une petite charge, c'est une petite charge qui ne peut pas créer de vibration, mais après l'avoir entassée, après avoir entassé cette charge plusieurs fois, et la charge aura une grande intensité, et ce qui fait que la poutre aura à supporter cette grande intensité sans pourtant créer des vibrations sur la poutre. Et cette manière d'appliquer la charge vous amène à traduire le principe d'une énergie qui est appliquée statiquement et sa valeur, sa grandeur est réduite de 50% par rapport à la charge dynamique. Vous voyez, donc le 1,5 est affecté à la formule du travail parce que le travail est produit par une charge statique. Mais lorsque vous avez une charge dynamique, et là, vous gardez la formule générale du travail sans problème. Mais regardez maintenant, nous avons cette formule est là, cette formule est là. Et maintenant, pour trouver la formule générale du travail, vous allez voir que ce travail-là, ou cette énergie de déformation, cette énergie oméga qui est égale à l'énergie de force intérieure. Vous voyez que cette énergie vient en opposé de l'énergie de force extérieure. Vous voyez, de force extérieure. Cette énergie qui vient en opposé, qui doit être égale à l'intégrale par rapport à la distance dont nous voulons calculer notre structure, 1,5, et nous avons cette formule-là, n carré divisé par ES. Là, c'est l'énergie de déformation pour un effort normal. Là, vous avez l'effort normal. Bien sûr, nous sommes à la traction et à la compression. N carré, c'est l'effort normal élevé au carré divisé par ES, les modules de Young et la section transversale de la pièce, plus l'effet de moment fléchissant, le moment fléchissant au carré divisé par EI, module de Young et le moment d'inertie, vous voyez, plus l'effet de l'effort tranchant, le cisaillement disons, V qui est l'effort tranchant au carré divisé par G multiplié par A. G c'est le module de Coulomb ou le module d'élasticité transversale et A c'est la section cisaillée. C'est la section cisaillée. Plus M, T c'est les moments de torsion au carré lorsque vous êtes à la torsion au carré divisé par G, IO. G, c'est le module de Coulomb ou le module d'élasticité transversale. Et IO, c'est le moment d'inertie polaire. Et le tout multiplié par l'élément différentiel de dx. Et vous allez voir, vous allez remarquer ici que c'est la même formule que nous avons. C'est la même formule que nous avons. Je prends par exemple, je prends cette formule, c'est la même formule ici. C'est la même formule ici. Mais seulement, ici, nous avons utilisé le force extérieure parce que cette force est appliquée extérieurement. La force F est appliquée extérieurement. C'est une force qui est appliquée sur la poutre. Et ici, nous utilisons le force intérieure. Vous allez, voilà le pourquoi. On nous écrit ici, là, c'est l'énergie créée par le force extérieure. Ce sont des forces directement appliquées. Mais seulement ici, c'est l'énergie créée avec de forces intérieures. Mais regardez comment cette formule est trouvée. F, c'est l'effort normal qui est appliqué. Dans ces sens, dans ces cas ici, c'est l'effort normal. S'il faut décomposer ceci, j'aurai N multiplié par N divisé par ES. Alors, le N, j'enlève le N. N, c'est N multiplié par N, ce qui fait N carré. Alors, le N qui est devant là, c'est l'effort normal.
L'effort normal, c'est un élément de réduction. Bien sûr, c'est l'élément déjà qui est appliqué. C'est la force qui est dans la pièce comprimée ou la pièce tendue. Alors, l'autre grandeur qui sera de l'autre côté sera N divisé par ES. N divisé par ES. Or, lorsque vous regardez N divisé par S, ES, N divisé par ES, vous vous rappelez bien de la loi de Hooke. La loi de Hooke, la contrainte est proportionnelle à la déformation. Donc, vous allez voir que N divisé par ES, donc prenons N multiplié par L, la longueur, divisé par ES, traduit la déformation, donc disons l'allongement ou le raccourcissement lorsque nous sommes en traction ou en compression. Alors là, nous aurons N. Si nous prenons N multiplié par ddx, parce que le ddx viendra multiplier le N. Donc, on aura N ddx sur ES. Or, avec l'intégrale ici, l'intégrale, si nous prenons des 0 à L, automatiquement, le ddx sera intégré et sera L. Vous allez voir que ça sera N, L sur ES. Ceci traduit la déformation, traduit le raccourcissement ou l'allongement de la pièce. C'est ça le U, l'élément U ici. Donc, F, c'est les N. Donc, vous allez voir que c'est les N multiplié par N qui est la force, multiplié par le déplacement U. Parce que ici, nous parlons du déplacement à la traction ou à la compression. Donc, je crois que vous comprenez très bien de quoi je parle. Et nous avons la grandeur pour l'effort normal, la grandeur pour le moment fléchissant, pour la flexion. Ici, nous sommes à la traction, compression. Ici, nous sommes à la flexion. Ici, c'est les cisaillements. Et là, c'est la torsion. Et vous pouvez calculer le déplacement de la pièce qui est sollicitée à toutes ces sollicitations sans problème. Sans problème. Donc, je crois, d'où l'égalité des Clapeyron ne dépend que de l'état initial et de l'état final de la structure. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je parlais, en fait. Lorsque vous avez la force, le travail produit par la force extérieure, là, nous avons l'état initial. Et lorsque nous avons la force extérieure, là, c'est l'état final. Et ces deux doivent répondre correctement à la relation oméga extérieur, oméga intérieur, doit vous donner 0 en fait. Donc ça, c'est ça en fait l'égalité de Clapeyron. Alors là, avec cette égalité de Clapeyron, là nous pouvons, cette égalité nous introduit directement dans le théorème de Castigliano. Donc c'est comment le théorème de Castigliano? On nous dit le théorème de Castigliano établit une relation entre le déplacement et le potentiel interne. Donc pour l'établir, on part de l'égalité de Clapeyron et on calcule plus explicitement le travail de force extérieure. La dérivée partielle du potentiel interne par rapport à une action quelconque est égale au déplacement du point d'application de cette action, mesuré algébriquement. Donc, je crois que vous comprenez très bien les théorèmes de Clapeyron. Les théorèmes de Clapeyron vous dit quoi? Le théorème de Clapeyron vous dit que lorsque vous avez déjà le travail que vous avez déjà, votre énergie de formation, il suffit de faire tout simplement la dérivée partielle de ce travail ou de cette énergie divisée par disons, la dérivée partielle par rapport du travail par rapport à une charge placée en un point, hein, le point sur lequel vous voulez calculer le déplacement. Et cette relation ici va vous donner le déplacement en ces points-là. Là, c'est les théorèmes de Clapeyron. Donc, la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la force inconnue doit être égale à la déformation ou au déplacement de ces points. Donc, pour un travail ponctuel, pour un moment, disons, ponctuel, MK, la rotation oméga K est ainsi calculée toujours de la même manière. Lorsque je prends la dérivée partielle par rapport la dérivée partielle du travail par rapport à un moment ponctuel, et là, je trouve aussi la rotation en ces points.
Donc, en conséquence, si l'on souhaite calculer les déplacements delta ou la rotation oméga d'une section sigma d'une poutre dans une direction donnée, on applique une charge fictive F star ou un moment fictif M star dans la section sigma suivant cette direction. On aura alors, ici, on veut nous dire tout simplement que lorsque vous avez une poutre quelconque qui est appelée, qui est sollicitée uniformément par exemple, et que vous voulez déterminer le déplacement de cette poutre, le déplacement d'un point de cette poutre, il faut avoir et il faut appliquer une charge fictive ponctuelle en ces points-là. Et cette charge fictive qu'on a appliquée, c'est la charge F star. Et vous appliquez le même principe. Le déplacement sera égal à la dérivée partielle de oméga par rapport à la force fictive inconnue. Et ceci va vous donner ces déplacements. Et à la fin, cette force, du fait que cette force n'existe pas, cette force sera remplacée par 0 et vous allez trouver le résultat sans problème. La même chose ici, cette force appliquée, cette force fictive sera remplacée par 0 parce que c'est une force qui n'existe pas. Voilà en fait le principe, la méthode de Castigliano. Alors, ici nous avons une poutre encastrée d'un côté et libre de l'autre. Cette poutre supporte une charge ponctuelle en A. La poutre est encastrée en B et libre en A. Cette poutre va se déformer après l'application de la charge et le point A va se déplacer. Le point A qui était au-dessus devient en bas de l'autre côté. Et les déplacements de ces points A s'appellent le delta A. C'est ça même la flèche. C'est ça même, c'est les déplacements en fait, la flèche en A. Alors, comment nous allons faire? Regardez, je vais calculer le moment fléchissant. Le moment fléchissant, lorsque je fais une coupure ici, j'aurai une distance x et le moment fléchissant sera f multiplié par x et moins par rapport au sens du moment. Donc, le moment x sera moins fx. Fx. Si je fais la dérivée partielle de ces moments par rapport à la force c'est la force F qui est ponctuelle. Vous allez voir que la dérivée de ceci va me donner moins x, parce que là, ça sera 1. La dérivée va me donner moins x. Alors, le travail n'est rien d'autre que, ou l'énergie de déformation n'est rien d'autre que la force multipliée par les déplacements en A. Ça, c'est ça, en fait, le travail qui produit cette force au point A. Alors, faisons la dérivée de ce travail. La dérivée de ce travail, lorsque je vais dériver le premier membre, dd oméga de ce travail ici, doit être égal entre la force et le déplacement. L'élément variable, c'est la force. Donc, comme j'introduis l'élément différentiel dans le premier membre, et dans le deuxième membre, c'est l'élément force, qui est l'élément variable, qui prend aussi cette différentielle. Donc, j'aurai dd oméga qui sera égal à ddf multiplié par delta A, qui est la flèche. Et là, carrément, s'il faut tirer le delta A, le delta A sera le d de oméga divisé par ddf. Donc, vous voyez, d de oméga divisé par ddf. Donc, vous allez voir, c'est la dérivée du travail par rapport à la force inconnue. Donc, delta A égale à la dérivée partielle du travail par rapport à la force inconnue. Donc, je crois que c'est cette formule qui est donnée quelque part là. Donc là, nous avons essayé de démontrer comment est-ce que cette formule est venue. Et oméga, c'est l'énergie potentielle élastique. C'est ça, oméga. Énergie potentielle élastique. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, là, c'est que il faut calculer M. Les M qui est calculé pour cette poutre ici, c'est moins F multiplié par X. Moins F multiplié par X. Je vais pouvoir calculer l'énergie de déformation pour cette poutre. Je saute cette paragraphe, mais si vous suivez très bien, vous allez très bien comprendre ce qui est fait là-bas, parce que là, on a combiné d'abord le moment, on a dérivé le moment au carré pour venir
continuer les calculs, mais seulement je viens ici, parce qu'il y a deux manières de le faire. Hein. Je viens ici dans la deuxième manière de le faire pour expliquer plus facilement ma formule là-bas. J'aurai comme dans la formule, j'aurai le travail qui est égal à 1/2 intégrale l'élément qu'il faut calculer ici. Ici, je suis à la flexion. Du fait que je suis à la flexion, vous allez remarquer que je vais utiliser seulement le paramètre de la flexion. L'effort normal est annulé, l'effort tranchant est annulé, le moment de torsion est annulé. Et dans cette intégrale, je vais tenir compte de la flexion seulement. C'est le moment qui est élevé au carré. Or, le moment fléchissant qui était calculé, c'est moins fx. Alors, je vais prendre le moment fléchissant moins fx, c'est l'élève au carré, divisé par EI, le 1/2, ainsi de suite. Et cette intégrale quitte de 0 à L. Là, c'est M carré sur EI, c'est la formule générale, T dx. Et nous allons intégrer cette formule ici, 1/2 intégrale, le moins fx carré. Si vous élevez le tout au carré, vous aurez f carré, x carré sur EI. Voilà. On peut intégrer ceci. Vous allez voir, après intégration, nous avons x qui sera élevé au carré. X qui sera élevé au carré. X qui est au carré. Après intégration, j'aurai x au cube sur 3. Donc, le 1/2, je garde le 1/2 ici. F carré, x cube sur 3 et i. Et je remplace de 0 à L. Je remplace x par L. En remplaçant x par L, j'aurai f carré sur L cube sur 6 et i. 2 fois 3, ça me donne 6 et i. Et alors, le travail ne sera rien d'autre que f carré sur x carré, f carré multiplié par x cube sur 6 et i. Alors, le principe maintenant, c'est que les déplacements delta A n'est rien d'autre que la dérivée partielle du travail ou de l'énergie potentielle divisé par la force inconnue. Alors, je vais diviser par la force locale qui est F. Je prends le travail ici, divisé par la force locale. Cette force, la dérivée par rapport à la force, cette dérivée, le 2 va descendre, hein, après dérivation, le 2 va descendre. Dès que le D descend, vous voyez que je suis là, le X est remplacé par L. Les 2 descendent, X remplacé par L devient L au cube, divisé par 6 et I. Là, j'ai dérivé le travail par rapport à la force F qui était élevée au carré. Le 2 est sorti là, c'est la dérivation. Et 6 divisé par 2, ça me fait 3. Et là, la déformation ou le déplacement n'est rien d'autre que F, L cube sur 3 et I. Donc, c'est ça notre déplacement pour cette poutre ici. Je crois que c'est une valeur une formule qu'on a trouvée avec plusieurs autres méthodes sans problème. Donc, vous pouvez consulter la méthode de la ligne élastique, vous pouvez consulter la méthode de moment désert, poutre conjuguée, vous allez trouver le même résultat. Mais là, c'est avec les théorèmes de Castigliano. Donc, je crois que vous avez très bien suivi ça. Et ici, nous avons encore une autre poutre. Cette poutre ici est encastrée d'un côté, libre de l'autre, mais seulement la charge est uniformément répartie. Et du fait que la charge est uniformément répartie, je calcule aussi les moments. Donc, j'ai la charge uniformément répartie, mais seulement je vais appliquer une force fictive Q. J'applique une force fictive Q au point B, au point où je veux calculer la déformation plutôt. Si on nous avait demandé, par exemple, de calculer le déplacement au milieu de la poutre, on allait appliquer cette force ici, au milieu de la poutre. On applique la force au milieu de la poutre. Alors, dès qu'on applique la force au milieu de la poutre, les Q sera appliqué là et le moment sera calculé par rapport à ça. Donc, vous voyez, alors ici, M sera égal par rapport à Q, j'aurai moins QX, moins Q multiplié par X, une certaine distance, moins, là c'est le moment dû à la charge uniformément répartie. Donc, c'est P X carré sur 2. Là, je crois que vous comprenez très bien. Et la dérivée partielle de moment par rapport à Q n'est rien d'autre que
moins x, parce que je vais dériver seulement q. C'est moins x. Alors, q part et j'aurai moins x. Vous voyez? Et alors, notre travail maintenant, le travail ne sera rien d'autre que le 1/2, le EI. Vous voyez, le EI est répété un peu 2 fois, mais seulement on va annuler. Il faudrait annuler les EI parce que les EI est déjà ici. M au carré d dx. Vous voyez? Alors, ceci donne 1/2. Lorsque nous allons dériver, parce que la force est à l'intérieur ici, lorsque nous allons dériver ceci, le moment, le 2 doit sortir là-bas. Donc, le 2 doit sortir. C'est les principes qu'on a utilisés dans le premier exercice, parce que j'avais sauté là. Regardez que la formule du travail, c'est ça. Mais du fait que je fais la dérivée partielle par rapport à la force inconnue, vous allez voir que la force inconnue est dans le moment. La force inconnue est dans le moment ici. Alors, du fait que la force est dans le moment, automatiquement, c'est les moments, la dérivée ici sera dérivée par rapport au moment. Là, c'était la première manière qu'on a utilisée pour résoudre l'équation, mais seulement vous avez vu qu'on a trouvé le même résultat. Alors, si nous partons avec cette manière de faire, nous dérivons le 2 descend, fait le 2m multiplié par la dérivée de m. Or, la dérivée de m est faite par rapport à la force inconnue. Ça va vous donner la même réponse, le même résultat sans problème. Hein, comme vous voulez très bien, vous voyez très bien là, on a trouvé le même résultat. Et c'est de cette manière qu'on est revenu ici. Nous avons fait la dérivée partielle du moment par rapport à la force inconnue qui nous donne moins x. Vous voyez, là, du fait qu'il n'y a pas x, il n'y a pas q, la dérivée par rapport à q est nulle. Et là, nous prenons seulement les paramètres qui contiennent q, et là, la dérivée va me donner moins x, c'est ça, moins x. Je remplace cette formule dans la formule générale. Donc, j'aurai, là, c'est la dérivée partielle de m par rapport à q. Et là, c'est les m qui est le moment. Je crois que vous voyez très bien la formule. Et alors, après avoir trouvé là, la déformation, l'énergie de déformation, la dérivée par rapport la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à la force inconnue Q ne sera rien d'autre que l'intégrale de 2m multiplié par la dérivée de m par rapport à Q. C'est cette formule-là que nous allons utiliser. Or, cette formule qui est utilisée ici, c'est tout ce qui est fait au-dessus là-bas. Vous voyez, c'est tout ce qui est fait au-dessus. Et le déplacement, automatiquement, va donner 1 sur EU intégrale Q. Hein, c'est après avoir développé ceci, vous allez trouver ça. Et vous intégrez aussi x carré devient x cube sur 3. x3 devient x4 sur 8 avec les 2 et les 4 d'intégration, ça fait 8. Et là, directement, du fait que la valeur, la charge Q est effective, c'est une charge qu'on avait ajoutée, sa valeur est nulle. Après intégration, vous remplacez Q par 0. En remplaçant Q par 0, et là, avec Q égale à 0, là, vous aurez P, L, X est remplacé par L, L exposant 4 sur 8. Et là, nous trouvons le résultat sans problème. C'est une réponse qui est la même par rapport à toutes les méthodes que nous avons fait. Et là, nous avons le numéro 3 qui est une charge ponctuelle appliquée au millier. Vous pouvez suivre cette résolution ici. Vous pouvez suivre aussi l'autre résolution. Vous avez aussi une autre résolution. Nous avons 3, quatrième résolution qui reste. Prière de suivre ces 4 résolutions. 4 résolutions à partir du numéro 3 jusqu'au numéro 6. Et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons utiliser la méthode de Clapeyron par rapport, la méthode de Castigliano par rapport aux différentes poutres. Hein, essayez de suivre et lorsque vous avez des difficultés, prière de revenir et contacter le formateur pour essayer un peu de
progresser et puis avoir d'autres exercices par rapport à la méthode des clapeyron, et cela nous permettrait d'avoir la clarté en fait sur cette méthode des clapeyron. C'était votre formateur Gustave Siani qui vous accompagne chaque fois sur Gust Tutoriel, et prière de suivre progressivement nos programmes sur la chaîne YouTube Gust Tutoriel. Abonnez-vous sur la chaîne, et aimez, commentez nos vidéos et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.